Mesdames, Messieurs, bon dimanche. La controverse entourant Arif Khan et la firme JC Strategies a mis en lumière les failles et les faiblesses du recours à la sous-traitance par le gouvernement fédéral. La semaine dernière, Ottawa a d'ailleurs confié à la GRC le dossier de 3 consultants en technologie qui auraient fait payer plusieurs ministères pour le même travail, une surfacturation évaluée à 5 millions de dollars. Si le ministre responsable estime qu'il s'agit d'un phénomène isolé, Jean-Yves Duclos lance tout de même un avertissement. Le gouvernement fédéral n'a pas l'intention de laisser les fraudeurs agir impunément. The $60 million Arrive scam is just the tip of the iceberg. Ce cas-là s'ajoutant à l'autre ou aux autres, on se dit, OK, il en reste combien que soudainement on découvre? Jean-Yves Duclos, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. M. Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, vous avez annoncé la semaine dernière avoir détecté une facture frauduleuse, 3 sous-traitants en technologie de l'information qui ont facturé plusieurs ministères pour 5 millions de dollars. Comment se fait-il que ça ne tire pas, que ça ne fait pas sonner une petite alarme quelque part, ça? Bien, effectivement, ça fait sonner une petite et une grosse Ça a alarme. pris du temps, par exemple. C'est toujours frustrant d'entendre des choses comme ça. La bonne nouvelle, toutefois, c'est qu'on voit que ça fonctionne quand on met les ressources nécessaires. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'avec la pandémie, beaucoup des processus d'approvisionnement que nous avons au gouvernement canadien sont numériques. Donc, on prend les données qui étaient autrefois sur papier, on les met ensemble, on coupe les silos entre les ministères et on applique ce qu'on appelle des techniques d'analyse des données qui sont modernes et qui nous permettent de trouver plus rapidement et plus facilement les cas de fraude comme ceux que vous avez mentionnés il y a quelques instants. Dans le cas qui nous intéresse, celui que vous avez détecté, là, c'est des gens qui facturaient plusieurs ministères pour le même travail, c'est ça? Et qu'il aurait été à peu près impossible de trouver il y a quelques années à peine parce qu'on n'avait pas les données et les techniques de mettre ces données-là ensemble pour que les fonctionnaires puissent trouver des cas de fraude. Ce sont des gens donc qui ont profité du système. C'était peu de gens parce que oui, on parle de 3 sous-contractants de 5 millions de dollars dans un processus d'approvisionnement du gouvernement canadien qui est de 35 milliards de dollars par année. Mais même si ce sont peu de personnes, il est important de les trouver et c'est ce que la nouvelle technologie et les nouvelles données nous permettent de faire. Ce que vous nous laissez entendre, par contre, c'est que c'était facile de le faire avant. Donc, on s'en faisait passer une petite vite une fois de temps en temps avant que ce soit numérique, là. Bon, il y a toujours eu des processus, puis il y en a encore autres, des audits réguliers. Il y a eu des enquêtes qui se font par toutes sortes d'administrations au sein du gouvernement canadien. Il y a ce qu'on appelle des lignes aussi qui nous permettent de recevoir des informations de gens à l'externe du gouvernement canadien. Une dénonciation, là, oui. Des dénonciations. C'est ça que ça continue à exister. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, on a plus de données et plus de techniques pour analyser ces données qui nous permettent de trouver des cas comme ceux qu'on a pu mentionner la semaine dernière. Vous avez dit la semaine dernière que vous faisiez enquête sur un autre 5 à 10 cas, c'est bien ça? Oui, écoutez, moi, je suis Pas à la vous, fois... personnellement, on s'entend, là, oui? Évidemment, parce qu'on ne veut pas que les gens croient qu'un politicien se mêle des processus, de tels processus d'enquête et, entre autres, des relations avec la GRC et les forces policières. Donc, tout ça, c'est à distance appropriée et importante des influences politiques possibles. Mais ce que l'on sait, c'est que ces nouvelles technologies, ces nouvelles données vont mener à d'autres identifications de cas problématiques. Et un message qu'on pense que ça lance aussi, c'est que toute personne qui pourrait penser frauder le gouvernement canadien au cours des prochains mois et des prochaines années, bien, on peut maintenant faire un beaucoup meilleur travail pour identifier ces cas de fraude. Parce qu'on s'entend que c'est une grosse machine, la machine d'approvisionnement du gouvernement fédéral. Il y en a, là. Il y en a des compagnies qui doivent regarder ça en disant « Ouf, facile de passer d'un crack du système. » Bien, facile peut-être pas, mais vous avez raison de dire que ce sont 400 000 contrats amendés par année, à nouveau 35 milliards de dollars d'investissement pour appuyer les familles, les entreprises, les communautés à travers le pays. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail et il y a toujours malheureusement, heureusement, c'est en faible nombre, mais il y a toujours des gens qui aimeraient trouver des façons de tirer profit du système. La raison pour laquelle on en parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, c'est ce qui s'est passé avec Arif Khan, JC Strategies, la compagnie qui a été montrée du doigt là-dedans. Est-ce que c'est normal, par exemple, dans le cas d'Arif Khan, JC Strategy, une compagnie qui joue l'entremetteur, ou un peu qui faisait pas de travail pour vous, cette compagnie-là, il allait chercher des gens qui faisaient le travail pour l'Agence des services frontaliers. Est-ce que c'est normal de faire affaire avec des compagnies comme ça pour le gouvernement canadien?
Bien, ça arrive de temps en temps pour deux raisons. La première, c'est dans des contextes d'urgence comme la pandémie, où la fonction publique, l'Agence des services frontaliers, disait qu'il était impossible pour eux de développer tout ça en très peu Non, de mais temps. c'est moins cher d'aller chercher le fournisseur directement plutôt que de passer par un tiers, non? Tout à fait. Donc, en temps normal, et ce dans quoi il faut investir davantage, c'est que c'est la fonction publique qui devrait être capable de faire ça. Oui, on sait que c'est compliqué. Les technologies de l'information deviennent de plus en plus complexes. Il faut protéger la sécurité des informations partagées par les gens. La cybersécurité est un enjeu majeur. Oui, on sait que c'est très compliqué, très complexe, que ça demande des partenariats de multiples entreprises, mais on pense que la fonction publique devrait être davantage capable de le faire. Mais est-ce que dans les cas où la fonction publique n'est pas en mesure de le faire, est-ce que vous ne devriez pas faire affaire directement avec le sous-traitant plutôt que de passer par un intermédiaire, comme ce fut le cas dans les dossiers d'Arrive-Can? Tout à fait. Donc, il y a deux façons de travailler. La fonction publique le fait elle-même et la fonction publique gère les sous-contrats qui doivent être octroyés à des partenaires, des contracteurs pour pouvoir appuyer les fonctionnaires. Quand vous regardez ça, parce que c'est votre ministère depuis un petit bout de temps déjà, mais est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur de ce que ça représente, cette problématique-là, au sein de l'approvisionnement du gouvernement canadien? Bon, en fait, ce qu'on sait depuis plusieurs années avec les processus rigoureux d'enquête qui sont très réguliers, c'est que c'est une petite portion de tout le processus d'approvisionnement qui est potentiellement impacté par des processus de fraude qui viennent, à la plupart des cas, de gens de l'externe. Deux, c'est que malgré ça, il faut avoir les outils qu'il faut pour détecter cette fraude. Est-ce qu'on en fait trop de cas? Est-ce qu'on en fait une trop grosse affaire, compte tenu du fait que c'est un petit... Je vous écoute, là, vous me dites ce sont quand même de petits exemples là, dans l'océan des contrats publics. Non, on n'en fait pas trop de cas. Il faut faire tout ce qu'il faut faire pour tous les trouver, ces cas-là. Ça demande évidemment beaucoup de travail, mais c'est important et c'est essentiel pour appuyer la confiance des Canadiens dans le système d'approvisionnement qu'on a au pays. C'est un système qui est super important. C'est beaucoup de ressources qui sont accordées au secteur privé, aux travailleurs de la classe moyenne, aux communautés, pour faire toutes sortes de choses essentielles pour leur développement. Mais il faut que ça se fasse dans un mode qui maintient la confiance des gens. Vous dites on est en format numérique, on a plus d'outils, on a plus de matériel pour être capable de détecter ces cas de fraude-là. Pourquoi ça prend un bureau de la protection de l'intégrité des fournisseurs dans ce cas-là? Parce que vous avez annoncé la création de ce mécanisme-là la semaine dernière. Ça, c'est pour deux raisons différentes. La première raison, c'est que pour l'instant, le régime qui existe permet aux fonctionnaires d'enquêter seulement sur des petites choses. Et des choses importantes, mais des choses insuffisamment nombreuses. Par exemple, tout ce qui a rapport à la corruption municipale, les fraudes aux lois électorales, les fraudes aux lois sur les valeurs mobilières, les fraudes aux lois environnementales, sur le travail des enfants, le trafic des personnes, tout ça, ce n'est pas couvert présentement par le système qui existe déjà. Le nouveau bureau va leur permettre de travailler sur ces circonstances possibles dans lesquelles il y a des choses, des malversations qui peuvent se produire. La deuxième raison, c'est qu'on a besoin de mieux travailler avec d'autres juridictions, comme le Québec, comme les autres provinces, comme les pays, les États-Unis étant le plus évident, où il y a des informations et parfois des jugements, des radiations, des suspensions qui ont cours, mais présentement, on n'a pas les outils juridiques pour pouvoir utiliser ces informations pour agir plus rapidement au Canada. Je reviens sur la question des contrats publics et tout ce que ça a soulevé cette semaine. Il y a des Canadiens qui sont à la maison, qui regardent ça, qui sont scandalisés parce qu'ils voient ce qu'ils entendent. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, ils ont raison d'être choqués. On est tous choqués, on est tous fâchés. On voudrait que ces cas n'existent pas, mais il y en existe, ces cas, malheureusement, parce que c'est comme ça que la nature humaine fonctionne. Et c'est pour ça que les outils qu'on a annoncés la semaine dernière vont nous permettre d'aller plus vite et plus facilement à l'identification de ces cas au cours des prochains mois et des prochaines années. Jean-Yves Duclos, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.